Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de My Happy Job by Moodwork. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ce webinaire est organisé en partenariat avec Generali Vitality et aujourd'hui on va parler de surchauffe et on va essayer justement de l'éviter. Alors quand on parle de surchauffe, vous savez, c'est la période avant généralement l'épuisement, on parle de burn-in avant le burn-out, donc c'est quand les to-do list débordent, que la charge de travail est importante, on se sent un peu débordé ou sous l'eau. Et c'est un peu, je dois le dire, ce qui nous arrive quand même, hein, après un mois, après la rentrée, les vacances semblent un peu loin et le rythme est déjà dense. Donc du coup, c'est un petit peu le timing parfait, j'espère, pour voilà, vous éviter d'être épuisé en fin d'année et réussir à détecter dès aujourd'hui un petit peu les signes qui doivent vous alerter et puis les bonnes pratiques à prendre pour justement éviter d'être épuisé d'ici la fin de l'année. Alors, je suis accompagnée de 3 invités, donc je vais vous les présenter. Bonjour Margot. Bonjour à tous, bonjour Fabienne, merci. Tu es docteur en psychologie cognitive et tu es du coup responsable du pôle recherche chez Moodwork. Tout à fait, donc Moodwork qui est une application qui propose de travailler sur tous les aspects de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail. Et donc effectivement, la surchauffe est un sujet très intéressant dans ce cadre parce que il est important de l'éviter pour éviter le pire, comme tu le disais, hein. Tu as parlé de burn-out, l'idée c'est d'essayer d'éviter d'en arriver là. Exactement. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabienne, bonjour tout le monde. Tu es psychologue du travail et tu as fondé un cabinet qui s'appelle VVM Conseil. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais. Eh bien, j'accompagne les équipes, les managers et puis les organisations sur des enjeux de management, de communication et de santé au travail. Donc, à ce titre, la chauffe et la surchauffe sont des sujets qui reviennent de manière assez régulière. J'imagine. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Fabienne, bonjour à tout le monde. Tu es CEO et fondateur de Change Factory. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Bien sûr, Change Factory, c'est un laboratoire d'acculturation et d'accompagnement au changement. On aide les organisations, les institutions à mieux penser les cultures, à mieux penser les rencontres de culture. Et quand on parle de rencontres de culture, on parle de culture digitale, de culture autour du client, de culture opérationnelle et les cultures d'entreprise et les cultures individuelles, les valeurs de chacun. Et donc, à ce titre, bien sûr qu'on parle d'environnement sécuritaire, pour la santé physique, pour la santé mentale, de bien-être, de pas de pression des managers, donc de culture managériale et de 2-3 autres sujets du même acabit. Très bien. Je vois que vous nous dites beaucoup de bonjour dans le chat, donc merci. Le chat est vraiment votre territoire, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à partager des témoignages comme d'habitude. Et il y a Laurie aujourd'hui qui vous accompagne dans le chat, donc si vous avez le moindre problème, vous n'hésitez pas. Et Laurie vous partagera aussi des ressources, voilà, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, notamment voilà, des articles ou des choses qui peuvent vous aider à creuser certaines notions. Et le webinaire sera disponible en replay, donc on vous enverra le lien à l'issue de la conférence. Vous recevrez voilà, les ressources qu'on a partagées et le replay. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc pour commencer, Margot, j'avais une première question. Quand on parle de surchauffe, à quel signe on doit faire attention? Qu'est-ce qui doit nous faire tilt et nous dire qu'on n'est peut-être pas sur la bonne pente là? En fait, finalement, les signes d'une surchauffe, ça va être un petit peu les signes précurseurs de l'épuisement. Finalement, la surchauffe, c'est quoi? C'est notre organisme qui va se fatiguer, s'épuiser petit à petit. Et donc, quand on parle de fatigue ou d'épuisement, on va pouvoir l'observer sur différents plans. D'abord sur le plan cognitif, parce qu'il ne faut pas oublier que cette fameuse surchauffe, elle va être liée à quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est qu'on a tous et toutes des capacités cognitives limitées. Voilà, on ne peut pas faire attention à tout, on ne peut pas tout mémoriser, on peut pas, voilà, notre attention, elle n'est pas illimitée. Et donc, quand on charge un petit peu trop, eh bien, à un moment, notre système cognitif, notre cerveau sature, il peut pas tout gérer. Et donc, on va commencer à avoir, pourquoi pas, quelques petits soucis de mémorisation. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui arrivait parfaitement à retenir les prénoms des personnes que vous rencontrez sans aucune difficulté. Et puis, à un moment, parce que voilà, cette surchauffe commence à s'installer, et ben, vous n'arrivez plus à retenir les prénoms des personnes qu'on vous présente. Vous êtes quelqu'un qui ne fait jamais de faute d'orthographe, et puis parce que vous êtes plus fatigué, parce que la charge de travail est plus importante, il commence à y avoir de plus en plus de coquilles dans vos mails. Voilà, ça va être des petites choses comme ça sur le plan cognitif. Le deuxième plan où on va pouvoir avoir quelques signes, c'est sur le plan émotionnel. Gérer ses émotions, c'est quelque chose qui demande
de l'énergie, hein, même si on est tous capables de le faire et que ça s'apprend, de savoir gérer ses émotions, c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Et donc, quand on est dans cette pré-phase d'épuisement, la fatigue va faire qu'on va être un petit peu plus irritable, on va avoir du mal à gérer son stress. Donc ça peut aussi être des signes sur un second plan. Et puis enfin, le dernier plan, c'est sur le plan physique, évidemment. Quand on est dans une période de surchauffe, on va le ressentir vraiment dans notre corps, avec des douleurs musculaires, articulatoires, des difficultés aussi de sommeil, que ce soit au moment de l'endormissement, peut-être des insomnies, des ruminations, de toutes ces choses auxquelles on pense et qu'il ne faut surtout pas oublier, qui nous réveillent la nuit et qui font qu'on a du mal à s'endormir. Donc vraiment, c'est 3 plans sur lesquels on va pouvoir avoir des signes, donc cognitifs, émotionnels, physiques. Et finalement, malheureusement, j'aimerais vous donner une liste exhaustive et vous dire, voilà, si vous cochez toutes ces cases-là, attention, mais ça ne se passe pas comme ça. On est tous différents. Et finalement, ce à quoi il faut être le plus vigilant, c'est au changement. C'est-à-dire, voilà, vous savez que normalement, il y a des choses que vous arrivez parfaitement à faire et là vous n'y arrivez plus. Ça, c'est des signes qui doivent vous alerter. Mais je dirais que ça, c'est en théorie que ça doit nous alerter, mais dans la vraie vie, Mathieu, on a tendance à vouloir prendre notre cape de super-héros et se dire « Mais non, c'est bon, j'ai les vacances qui vont arriver bientôt, je vais tenir. » Donc, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi des fois à les banaliser un peu, tous ces symptômes que vient de décrire Margot? En tout cas, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. C'est cette idée que il y a l'alerte. On vient de le dire à l'instant, elle peut être cognitive, émotionnelle, physique. Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette alerte? Est-ce que je vais me dire, tiens, c'est pas normal, et auquel cas mettre en place un certain nombre d'actions, on va y revenir, j'imagine. Ou finalement, vis-à-vis de ces alertes, alors moi j'appelle ça les tueurs d'alerte, mais il y a souvent une petite phrase, un peu différente selon les gens, mais qui peut être par exemple, tout va bien, je gère, ça ira mieux ce week-end, ça ira mieux en fin d'année, ça ira mieux quand on aura tel recrutement, ça ira mieux quand j'aurai fini tel dossier. Des croyances aussi autour de il ne faut pas trop s'écouter, c'est le métier qui rentre. Alors voilà, on a tous comme ça une ou deux petites phrases un peu tueurs d'idées qui fait qu'on va banaliser cette alerte, ce signal. Et c'est là où peut-être ça devient encore plus dangereux parce qu'on installe une spirale assez négative parce que plus j'ai des signaux, plus je les banalise, plus je les banalise, plus j'ai des signaux et on peut se retrouver forcément, sans parler burn-out forcément, mais dans une période un peu de surchauffe, un peu de ras-le-bol. Et voilà, je crois que c'est intéressant de bien regarder ce mécanisme et d'avoir en tête la phrase qui nous parle à nous. Je vais donner quelques exemples, bien sûr. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr. On pense tous, je pense, à qu'est-ce qu'on se trouve en effet comme excuse du ça ira mieux demain. Jean-Noël, on voit bien que ça peut faire un cercle très, très vicieux et se nourrir comme ça. Est-ce que le contexte aussi joue beaucoup? On est dans une année qui est quand même pas facile, on sort de 2 années de Covid. Est-ce que tout ça s'ajoute aussi à la pression du travail en lui-même? Bien sûr, et du coup, je vais rebondir sur 2 choses que vient de dire Mathieu et Margot. La première chose, c'est les tueurs d'alerte avec le côté bonheur conditionnel. On nous apprend, et on est depuis le départ, depuis toute notre enfance, est conditionné par ce bonheur conditionnel. Quand tu auras ton bac, ça ira mieux. Quand tu auras fait des études, ça ira mieux. Et tu géreras mieux. Et puis après 3 ans d'expérience au travail, ça ira mieux. Mais quand tu auras, etc., etc. Ce recrutement, ça ira mieux. On le voit dans les entreprises, cette notion de bonheur conditionnel est clé. Et je rebondis sur la phrase de Mathieu de présentation, chauffe et surchauffe. En fait, tout l'enjeu est ici. La chauffe, c'est bien vu par la société, par l'environnement, les entreprises. Quand ça chauffe, c'est tant mieux, tu as du travail, tu chauffes, il y a plein de choses à faire. Mais ouais, sauf que la chauffe, c'est valorisé, la surchauffe, c'est le danger. Et donc, du coup, on est dans quelque chose la frontière est tellement tenue que du coup, il y a ce moment de panique. Est-ce que je suis en chauffe? Et du coup, j'ai quand même le week-end pour me reposer, les vacances et tout ça. Ou est-ce qu'on est déjà en surchauffe? Et c'est accentué par l'entièreté de ce qu'on appelait les polycrises, des crises de sens. À partir du moment où on chauffe, où on est en surchauffe, à partir du moment, mais est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que c'est en accord avec ce que j'aurais voulu faire, aimé faire? Et on peut passer très vite sur la notion de bullshit jobs qui avait été vue par David Graeber, de dire mais est-ce que mon métier a du sens? Et donc du coup, cette surchauffe vient aussi de cette incompatibilité, de ce désalignement. On rajoute ça aux autres crises, donc crise climatique, crise énergétique. Ok, je sais que je ne vais pas avoir de courant ou d'énergie ou de chauffage, je dois racheter un petit pull pour mettre au bureau. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Crise climatique, crise sanitaire.
on sort, et tu l'as dit toi-même, Fabienne, de 2 ans de Covid. Qu'est-ce qu'on en fait? On nous a vanté un monde d'après. Est-ce que ce monde d'après est réel? Et le télétravail, et le travail hybride, et ça a changé, mais est-ce que ça a vraiment changé? Voilà. Quand vous rajoutez ces notions de volatilité, d'ambiguïté, d'incertitude, vous ramenez ça à un niveau aussi personnel. On est des humains multifacettes. On ne se lève pas tous les matins en disant ça va être une excellente journée aujourd'hui comme tous les jours. Personne. Il y a des coups de mou, il y a des temps grisâtres, il y a du brouillard émotionnel, physique. Et tout ça, ça a un impact sur qui on est, sur ce qu'on fait. Et c'est ces moments-là, il suffit qu'on tue ces tueurs, qu'on tue ces alertes, et du coup, on passe en surchauffe. Et passer en surchauffe, c'est l'escalade. Alors, on a parlé de burn-in, burn-out, mais il y a énormément d'autres niveaux, d'autres statuts. Margot parlait de « j'ai du mal à dormir ». On sait que pour les Français, c'est le principal problème de dire « ah ouais, non, je dors mal, je ne m'endors pas tout de suite, je mets du temps à m'endormir ». Déjà, les 2/3 des Français sont à la limite de la chauffe et de la surchauffe. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment, en effet, une vraie problématique très, très actuelle. On va essayer de vous proposer des actions. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle et collective? Margot, sur quel plan on peut agir? Parce qu'on se dit qu'on peut agir sur soi en tant qu'individu, mais il n'y a pas que ça, il y a différents niveaux d'action. Oui, complètement. Et ça tombe très bien parce que parmi ces différents niveaux d'action, je vais pouvoir un petit peu éclairer votre question, Xavier. Première chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est vraiment sur notre environnement de travail. Et effectivement, quand on est en télétravail, c'est encore plus dangereux parce que, alors déjà, nos différentes sphères de vie, pro et perso, elles sont en interaction constante. Malheureusement, on n'a pas un cerveau pour notre vie pro, un cerveau pour notre vie perso, et puis on en met un sur on ou off en fonction de là où on est. Ça marche pas comme ça. Comment ça, il n'y a pas un bouton magique? Pas de bouton magique. J'aurais aimé vous annoncer ça ce matin, mais non. Et alors, quand on est en télétravail, évidemment, ça se mélange encore plus. Donc, c'est important d'aider un petit peu notre cerveau là-dessus en marquant bien nos temps de vie. D'avoir un rituel pour rentrer dans le travail, un rituel pour marquer la fin du travail. Comme ça, on s'aide un petit peu à se dire « Ok, là, je rentre dans le travail et là, c'est terminé ». Ces rituels, ça peut être plein de choses. C'est marrant, là, en début de semaine, avec Fabienne, on intervenait dans le cadre d'une conférence sur la charge mentale et on a eu droit à un petit échauffement musculaire avant de commencer la conférence. C'était super sympa. Et donc, c'était un échauffement que faisait un groupe de travailleurs tout le temps pour commencer le travail. Et voilà, et ça fait un petit rituel comme ça qui permet de se mettre dedans. Et du coup, l'idée, c'est de trouver des choses pour rentrer dans le travail et aussi pour en sortir. Ça peut être d'écouter de la musique si vous aimez écouter de la musique, mais en tout cas d'avoir un temps pour soi, déjà pour faire redescendre cette fameuse chauffe, se recentrer un peu sur soi, marquer la distinction entre le travail et la vie perso. Certains, ça va être en allant marcher, ça peut être en cuisinant, s'il y en a qui aiment cuisiner, écouter un podcast. Soyez créatifs là-dessus, mais c'est important d'avoir des temps pour soi. C'est vrai que Jean-Noël, tu parlais des week-ends et des vacances, mais en fait, finalement, ces temps de pause, on en a besoin tout le temps. Et c'est important de ne pas uniquement se dire justement, c'est bientôt le week-end, c'est bientôt les vacances et je tiens le coup jusque-là. On a besoin d'avoir des moments quotidiens, finalement, pour faire redescendre la chauffe. Et ensuite, on va aussi pouvoir agir, évidemment, sur l'organisation de nos tâches. Il y a plein de manières de s'organiser dans nos tâches qui vont nous aider à réguler un petit peu ce niveau d'intensité. Je pense par exemple à la méthode Pomodoro, qui est vraiment une méthode d'organisation qui permet de segmenter le travail en blocs. Et donc, du coup, d'avoir comme ça des moments vraiment fixes de travail intense et des moments de pause. Parce que cette méthode Pomodoro, elle nous propose de travailler pendant 20-25 minutes, par exemple, et après de prendre 5 minutes de pause et de recommencer de faire un deuxième bloc ensuite. Je travaille pendant 20-25 minutes, je fais 5 minutes de pause. Évidemment, ça s'adapte à chacun en fonction des tâches. On peut trouver le rythme qui nous convient le mieux. Alors, en général, on montre quand même que l'attention, elle est à son maximum pendant 45 minutes, donc il vaut mieux éviter de dépasser ces 45 minutes-là, sauf dans certains cas particuliers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'état de flow qui fait qu'on va pouvoir travailler pendant des heures et des heures sans sentir justement cette surchauffe. Mais en dehors de cet état particulier, 45 minutes, c'est un peu le maximum pour nos capacités attentionnelles. Et puis après, évidemment, tu le disais, Fabienne, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le plan purement
individuelle. Et ça me donne envie de parler d'une chose souvent importante quand on parle de chauffe et de surchauffe, c'est de savoir dire non. Je pense que travailler son assertivité, c'est quelque chose d'essentiel pour gérer sa charge de travail. Et c'est pas toujours facile de dire non. Les enfants le font très bien. Nous, on a plus de mal. Et on l'oublie tellement rapidement ensuite. Parce que c'est vrai. Non, tout à fait. Et on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus sur comment poser des limites, et ça peut être en effet intéressant. On parlait du côté individuel, Mathieu, mais souvent quand on se met la pression comme ça aussi, le manager peut avoir un rôle à jouer. Quels seraient tes conseils si on est manager pour éviter la surchauffe de son équipe? Alors, la première, ce serait déjà l'exemplarité. On rappelle que le rôle du management, c'est je dis ce que je fais ce que je dis, et je m'impose à moi-même ce que je demande aux autres. Donc, j'ai du mal à croire qu'un manager qui soit dans la surchauffe puisse s'occuper bien de son équipe. Donc, déjà, première étape, où j'en suis moi avec le sujet, faire un peu le point. Ça, voilà, ça me semble être le point de départ. Ensuite, soyons pragmatiques. Pourquoi on dit que le management, c'est un sport de contact et un sport de proximité? C'est parce que on doit être au plus près de ses équipes. Pas simple en télétravail, on est bien d'accord, mais à quoi ça sert de poser la question régulièrement, comment ça va? Eh bien, c'est aussi pour mesurer les écarts. Margot parlait de changement, le mot-clé, c'est bien les changements. On rappelle cognitif, émotionnel, physique. Et bien, pour mesurer ces changements, il faut connaître le normal. Donc, à quoi ça sert de poser la question régulièrement, comment ça va? C'est pour mesurer ces écarts. Donc, je crois que le rôle du manager, il est dans ce questionnement, dans cette vigilance, dans cette observation, et cette capacité à poser les choses clairement. Face aux tueurs d'alerte dont on a parlé, il y a un autre phénomène qu'on peut avoir dans les équipes. Alors moi, j'appelle ça les premiers de la classe, mais reconnaître vis-à-vis de moi-même que je suis en chauffe ou en surchauffe, ce n'est pas forcément confortable. Partie de nous, Jean-Noël le disait, qui aime bien que voilà, on avance, on gère, et puis il y a ce bonheur conditionnel. Alors, le reconnaître vis-à-vis de son manager, c'est encore moins confortable. Il y a un enjeu dans le management de poser des questions assez authentiques, parfois d'être un peu insistant, et juste ne pas se contenter d'un comment ça va un peu générique entre deux portes, mais d'un comment ça va vraiment, les yeux dans les yeux, et de créer ce climat de confiance pour que la personne puisse dire « je suis un peu fatigué, je ne sais pas trop où on va, j'ai besoin d'aide ». Voilà, je crois que l'enjeu, il est autour de cette relation de proximité et de confiance pour qu'on puisse se dire les choses. Et voir après quels sont les leviers d'action. Mais le point de départ, ça va être quand même cette ouverture et cette prise de parole. Oui. Jean-Noël, en tant que directeur d'entreprise, dirigeant, comment toi tu gères avec ton équipe? J'aimerais tellement moi aussi avoir des recettes magiques ou le bouton de Margot en mode on-off et tout est OK. Mais je vais sortir un poncif que tout le monde va connaître, c'est les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et du coup, j'ai honte, mais moi, pour répondre à Mathieu, c'est de dire, moi, un de mes signaux, c'est quand j'oublie mon code de carte bleue. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, là, quand je vais pour taper quelque chose, et là, je suis là, genre, oh, j'ai oublié mon code, ou mon code de porte d'entrée, bah là, je sais que j'ai dépassé le côté chauffe et que je suis en surchauffe. Donc, à partir de ce moment-là, et donc quand Mathieu parle d'exemplarité, je suis là, genre, je sais. Enfin, et tout le monde, la plupart des gens, on sait qu'à un moment, en tant que représentant d'équipe, en tant que manager, on se doit d'être exemplaire, de dire c'est OK. Et du coup, c'est OK, prends le temps. Et du coup, il y a deux postures face à ça. La première posture, c'est du coup, le manager absorbe tout. On protège plus son équipe et on fait tout pour que l'équipe ne soit pas en surchauffe. Et donc, on prend sur soi. Et du coup, ça a l'effet inverse parfois, parce que du coup, en tant que manager, on rentre en surchauffe. Et du coup, c'est nous qui sommes assaillis de charge mentale, on reprend tout, on doit tout régler. Et ça résout qu'un problème à court terme. Ça résout les problèmes de l'équipe, mais pas du manager. L'autre côté, c'est d'être beaucoup plus transparent, beaucoup plus authentique, de parler de ses vulnérabilités, dire « Ok, là, je ne peux pas. Voilà comment je peux faire. Voilà comment on peut faire tous ensemble. » C'est d'instaurer des points plus réguliers. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'instaurer des points réguliers, d'avoir des vrais moments de partage. Je suis assez d'accord et je dirais à titre personnel, moi, avec mon fils, j'essaye de le pousser à beaucoup poser la question « Comment ça va ?» Vraiment, en lui disant, et je lui pose 10 fois dans une journée, quand je peux, et j'essaie de dire, demande aux gens comment ils vont, comment ça va, parce que, et je suis d'accord, c'est pas le, ça va et toi?
Ça, le côté générique, on le connaît tous, mais c'est pas ça. C'est au moment de dire, et vraiment, comment ça va? Et je pense que déjà ça, on parle de surchauffe. Comment éviter la surchauffe? L'un des meilleurs conseils, c'est de prendre le temps de demander vraiment comment ça va et d'avoir le temps d'écouter la réponse. Et bien sûr, le but n'est pas d'ouvrir la porte au flot de plaintes, etc., sauf si quelqu'un en a besoin. Donc voilà. Donc du coup, à titre sur les managers ou comment les aider, c'est d'être sûr, et je vais rejoindre Mathieu et d'être une forme d'exemplarité, de s'écouter, d'écouter. Enfin, c'est bien d'écouter ses équipes, mais de s'écouter aussi. Et l'assertivité de dire non, mais en tant que manager, je pense que 80% des mots devraient être non, commencer par non et peut-être après réfléchir si on a le temps. Mais c'est assez compliqué parce que la chauffe, encore une fois, est valorisée. Donc, on prend des projets. Oui, on peut faire, bien sûr. Et c'est là où ça ne va pas. Et une des questions que j'adore poser aux équipes quand on les accompagne sur certains sujets, c'est la phrase « vivement la retraite ». De 0 à 10, le « vivement la retraite », vous êtes où? Et donc, du coup, vivement la retraite, et les gens nous disent « Ah ouais, vivement la retraite ». On sait qu'il y a quelque chose à faire là, et sur l'environnement, et sur les comportements. Parce que c'est vraiment ça, environnement, comportement. Et Mathieu et Margot l'ont très bien dit. L'assertivité, le feedback, de faire des bons feedbacks pour pouvoir grandir, pouvoir se poser, et des vrais moments d'échange. Comment ça va? Ouais, c'est important. Et je vais m'arrêter 2 minutes sur le savoir dire non, poser des limites, parce que c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Quel serait votre conseil si j'ose pas dire non à mes collègues, à mon manager, et je suis un peu toujours la nana sympa qui dit oui à tout, et qui après se retrouve justement sous l'eau? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, juste première chose, et je vais prendre la parole direct parce que j'ai eu justement quelque chose sur le sujet, c'est pas être sympa que de dire oui à tout. Parce que du coup, et c'est ce que je disais, c'est mon grand-père me disait, mais quand tu dis oui à tout, en fait, ton oui n'a plus de valeur. C'est dire oui à tout au bout d'un moment parce que tu ne pourras pas satisfaire tous les oui. Donc en fait, c'est aussi valoriser son oui en disant non et en portant, en assumant ses non. Et après, juste l'autre conseil, c'est de dire, chaque fois que tu dis oui, tu dis non à quelque chose. Et quand tu dis oui à quelqu'un d'autre, forcément, tu dis non à toi. Quand on veut faire plaisir à ses petits en disant, OK, je vous emmène, je suis épuisé, mais je vous emmène quand même au parc, eh ben, on sait qu'on dit non à sa propre surchauffe en tant que telle. Et parfois, dire non, on va trouver une autre activité, on va faire quelque chose ensemble, mais peut-être plus calme, c'est aussi aider tout le monde. Parce que, et Margot l'a dit au tout départ, quand il y a surchauffe, d'abord émotionnelle, ça tombe à la surchauffe physique et on passe 24 heures à aller se coucher, à prendre du magnésium ou autre, quoi. Et je trouve que tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu as dit on va trouver une alternative. Et en fait, finalement, c'est ça. Dire non, ça ne veut pas dire laisser les personnes dans la galère. Un non peut être accompagné d'un compromis. Exactement. Et finalement, cette recherche du compromis, c'est vraiment tout ce jeu qui est de dire, OK, l'assertivité, d'ailleurs, on résume un peu trop souvent l'assertivité à dire non. En fait, qu'est-ce que c'est que l'assertivité? C'est réussir à être dans une posture dans laquelle je respecte mes propres besoins, parce que c'est essentiel, mais dans le respect de ceux des autres aussi. Et finalement, c'est l'idée de se dire, on va trouver le compromis qui va faire que c'est OK pour moi et c'est OK pour toi. Et moi, c'est vrai que souvent, les personnes qui n'arrivent pas à dire non, le conseil que je leur donne, c'est au lieu de s'imposer de devoir répondre oui ou non à une demande, c'est de dire, je vais y réfléchir. Accordez-vous ce temps pour voir, en fait, finalement, est-ce que, objectivement, je peux répondre favorablement à cette demande? Qu'est-ce que ça engage pour moi? Qu'est-ce que ça engendre chez l'autre? Et prenez le temps de voir quels peuvent être les compromis. Qu'est-ce que je peux proposer? Le fameux oui, mais. Je vais pouvoir le faire, mais pas maintenant. Voilà un petit peu les délais que j'ai. Est-ce que ça te convient ou pas? Non, je ne peux pas t'aider là-dessus, mais par contre, quand j'avais dû travailler sur ce dossier, j'avais trouvé ce site internet super avec plein de ressources. Je te le donne et je suis sûre que ça va t'aider. Et finalement, comme ça, vous laissez pas la personne sans rien, mais vous vous protégez aussi. Ouais. Et est-ce que vous auriez chacun une astuce à nous partager de quelque chose qui vous aide quand vous sentez justement quand le code est oublié, Jean-Noël, ou qu'est-ce que vous faites? Passe au sans contact, je pense. C'est pour des gros achats, Mathieu. Je sais pas comment tu fais pour la porte, ça. Pour le coup, ça marche. Moi, j'attends d'avoir une micro-puce pour pouvoir ouvrir les portes, passer ma carte, tout ce genre de choses, et après, on arrête, quoi.
Euh, Allez, chacun, quelque chose qui vous fait du bien. Est-ce que vous avez une habitude, un rituel qui du coup, vous aide? alors, moi, j'aimerais dire, là, j'ai lu dernièrement qu'on était tous des animaux, qu'on était tous de côté très tribal et qu'en fait, aller dans une forêt, enfin, et marcher 30 minutes en forêt ou nous permettait vraiment de descendre notre fréquence cardiaque. Bon, je suis à Paris et des forêts primaires ou même des forêts tout court, c'est vraiment trop loin. Il faut déjà avoir beaucoup trop de RER qui va réaugmenter la surchauffe pour pouvoir vraiment en profiter. Moi, pour moi, il y a deux sujets. Un, j'essaie de beaucoup écrire et de manière écrire automatique. Ça veut dire que je me décharge sur cette écriture. Pas de jolie écriture, pas feuille blanche et d'écrire et de gratter pour enlever une partie de tout ça, même si ça n'a rien, mais juste de poser. Et ensuite, j'ai un vrai impact grâce à la lecture. Pour moi, les moments de lecture, et j'essaie vraiment de préserver ces moments de lecture. Je sépare les lectures professionnelles, on va dire, des lectures plus privées. Alors avant, je lisais beaucoup de polars, le côté noirceur, etc. Mais j'ai beaucoup calmé. J'essaie de lire des choses qui font en sorte que mon esprit saute. Je lis beaucoup plus de poésie ou je lis beaucoup plus de textes très différents, de mise en forme différentes qui permet justement de faire vraiment, j'allais dire switcher, mais basculer votre esprit vers quelque chose d'autre. Voilà. Ouais. Et donc, ces moments-là, et j'essaye de les ritualiser, parce que je pense que l'un des sujets qui peut éviter la surchauffe, c'est aussi d'avoir certains rituels. On parlait de à quelle heure je commence et entendre qu'on peut commencer une réunion, une conférence avec quelque chose de très physique. Si vous vous rappelez avoir vu des managers américains qui rentrent sur scène en tapant des mains, en hurlant des Steve Jobs ou des Steve Ballmer pour Microsoft, en hurlant, ça a un côté chaud, mais c'est aussi pour eux le fait de dire je me plonge dedans. Et les rituels vous permettent justement de créer ces moments de bascule. Donc j'essaye, et j'emploie à bon escient le essayer parce qu'on sait que c'est compliqué, de créer beaucoup plus de rituels pour justement organiser ces sas de transition. Mathieu, qu'est-ce que tu voudrais nous partager, toi? Le coup de fil à un ami. C'est bien aussi. L'idée, c'est d'avoir, on a forcément quelqu'un autour de nous qui est très calme, qui a beaucoup d'humour, qui est optimiste, quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui peut-être est très à l'écoute et d'avoir cette ressource possible du coup de fil à un ami, de dire: «Ah, j'ai passé une journée compliquée, pas besoin de ton avis, je veux juste me plaindre 2 minutes» ou «C'est quoi la dernière blague du moment?» Je sais pas, ou «Quand est-ce qu'on se voit?» Mais voilà, d'avoir cette personne ressource un peu privilégiée dans son cercle personnel qui nous fait du bien et de manière générale de s'entourer de gens qui nous font du bien, c'est une bonne pratique générale, mais je pense que voilà, quand on a ces signaux, c'est là où il faut sortir le joker finalement. Oui. Et toi, Margot? Alors moi, j'ai plusieurs choses. Le sport me fait beaucoup de bien. Donc j'essaye de pouvoir maintenir voilà, mes séances de sport. Il n'y a rien qui fait que je les annule. Elles sont calées dans mon agenda et peu importe ce qui se passe. Je t'admire tellement pour ça. J'y vais quand même. Voilà. Ensuite, la to-do list. Moi, je suis une adepte et la bonne to-do list avec mon papier, mon crayon, où je peux barrer un truc sur sa to-do list. C'est un truc incroyable. Alors attention avec la to-do list parce que ça peut devenir un truc aussi ultra anxiogène. Hein, donc il faut que ce soit bien organisé, bien découpé en petites tâches. Et même si c'est des tout petits trucs, justement, vous avez un petit truc, vous savez que vous allez le faire en 5 minutes, bah, vous l'écrivez quand même parce qu'au bout de 5 minutes, quand vous allez le barrer, ça fait trop plaisir. Donc ouais, voilà, la to-do list. Et je te rejoins vachement, Jean-Noël, sur les lectures. Moi, j'ai eu une grosse période de rush et du coup, je dormais très mal la nuit. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah ok, voilà, tu dors mal, c'est un fait. Ce temps-là où tu dors pas, surtout ne rouvre pas ton ordinateur, faute absolue. Et alors là, à part alimenter tes ruminations, tu vas rien faire. Mais prends un bouquin plaisir. Et en fait, ça m'aidait à déconnecter le cerveau, me plonger dans un bouquin. Et puis, bon, alors ça, je n'en mets pas beaucoup, mais j'ai beaucoup lu pendant cette période et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Très bien. Parce que j'aime bien avec toutes vos idées, c'est que des choses qu'on peut faire. Voilà, ça ne semble pas la révolution dans le quotidien. Et en même temps, du coup, c'est carrément actionnable. Mais en fait, pardon, juste pour rebondir, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, éviter la surchauffe, c'est pas avoir des moyens technologiques. Parfois, c'est juste revenir à l'essentiel, au basique,
on a besoin d'un livre papier, c'est couper cette lumière bleue. Enfin, j'ai toujours cru, j'ai longtemps cru que les gens disaient ça en mode ok, c'est pour donner, c'est les anti-techno et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tant de couper ses mails ou autre, c'est de faire des choses pour soi, des choses simples. Et tu parlais tout à l'heure de cuisine. Enfin, moi, pendant un moment et pendant le confinement, ce qui m'a aidé, c'est de couper des aliments en petits morceaux. Couper des aliments en petits morceaux à ce côté, genre, ok, je fais quelque chose et je me concentre mon esprit juste sur couper. Et j'aimerais avoir comme Margot, pouvoir aller faire du sport ritualisé toutes les semaines aussi. J'adore, je pousse, mais voilà, c'est les écueils. On nous parle aussi de la marche, la to-do list Ouais. et le sport. Voilà, la lecture aussi parle beaucoup. On nous dit la sophrologie, la cohérence cardiaque. N'hésitez pas à partager comme ça aussi vos astuces à vous. Ça donne des idées et c'est super. Avant de passer à vos questions, parce qu'il y en a déjà pas mal, notamment sur le management, prépare-toi Mathieu. Du coup, quel serait vraiment selon vous l'écueil à éviter, la chose à ne pas faire? Et je vais profiter qu'il y ait quelqu'un qui réponde pour aller allumer ma lumière parce que je vais finir dans le noir. Donc, je vous laisse partager le premier écueil et je reviens. Moi, je pense que, et j'y ai pensé là avec tous les conseils, un des premiers écueils, c'est de se mettre trop la pression en fait. De se dire, ah bah moi j'ai un tel qui m'a dit qu'il arrivait à aller faire du sport 2 fois par semaine et moi j'y arrive pas. Et en fait, quand on est en surchauffe, non mais le but c'est de se dire on est tous différents et alors si ça on n'arrive pas à le faire, bah, c'est pas grave parce que quand on est en période de surchauffe, sans rajouter des couches là à se dire en plus moi j'arrive même pas à aller faire du sport et puis on m'a parlé de la méditation mais moi j'arrive pas à méditer. Mais en fait si ça vous plaît pas c'est que c'est pas bon pour vous et c'est pas grave et il y a pas de souci avec ça. Donc il y a vraiment voilà ce côté ne pas se mettre la pression et un petit peu dans ce sens-là aussi il y a faire attention au perfectionnisme qui peut parfois nous pousser dans ce côté surchauffe parce qu'on a tendance à trop vouloir aller chercher la perfection. Voilà, et j'aime bien dire l'optimalisme c'est bien, le perfectionnisme ça fait du mal. Donc réussir à doser là-dessus et se dire que voilà, chercher à atteindre le maximum d'un projet, mais à un moment la perfection personne ne peut l'atteindre, donc il faut se décomplexer là-dessus. Oui. Mathieu ou Jean-Noël qui veut se lancer en premier sur l'écueil? Oui, je veux bien pour faire du lien avec l'idée de Margot. Tout à l'heure, je parlais d'exemplarité managériale. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'exemplarité avec le modèle parfait et infaillible. Et un écueil que je vois régulièrement, c'est le manager qui, comme le contexte est ce qu'il est, l'équipe est en télétravail, on se voit un peu moins, on sait un peu peut-être moins où on va avec la stratégie. Le manager va incarner une forme de stabilité. C'est l'image que j'emploie, c'est le phare dans la tempête. Donc, il se met cette espèce d'exigence de premier arrivé, dernier parti. Comment ça va? Tout va bien, je gère. Et il est coincé quand il pose la question aux gens de son équipe comment ça va, et ben, il y a assez peu de réponses. Lui, il a envoyé le message inverse à tout le monde sur je suis un modèle infaillible, tout va bien, je gère. Et puis, mais tu sais, tu peux me parler si tu es fatigué, je suis là pour ça. Forcément, en face, il y a une espèce de dissonance. Le message passe pas bien. Donc, ce serait ça l'écueil, c'est de vouloir à tout prix incarner cette stabilité dans un univers qui n'est pas forcément. Tout à l'heure, on parlait d'être au plus près de soi-même, d'une forme d'authenticité de ce que je vis. Voilà, ce serait le pendant inverse. Et Jean-Noël? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Margot et un tout petit peu paraphraser. Pour moi, il n'y a pas de recette magique. En fait, il n'y a pas une seule méthode. Et revenir à l'essentiel, la méditation, et je vais prendre mon cas personnel, hein, je rêve de pouvoir me dire, le matin, je me lève, je prends mon thé sencha et je vais passer 25 minutes à méditer pour vraiment me remplir de cette journée. Mais ça ne marche pas, je n'y arrive pas. À partir du moment où je me mets, j'essaie de me prendre 5 minutes, j'ai l'entièreté de mes pensées qui arrivent et oh là là, et est-ce que je vais être à l'heure? Ah là, mais ça, et j'ai fait ça hier soir. Et du coup, pour moi, la méditation, donc, et vous savez quoi? C'est pas grave si la méditation, ça marche pas pour vous. Il y a pas une seule recette. Trouvez vraiment ce qui vous fait plaisir, que ce soit marcher, courir, faire de l'escalade, aller à la piscine ou simplement jouer à des jeux vidéo ou regarder une série. Mais et vous savez quoi? C'est bien aussi. Alors, s'il est 4 heures du matin et que vous enchaînez des 6 heures de série, bon, je vous invite à réfléchir un tout petit peu. Mais encore une fois, il n'y a pas de recette. Donc, sachez prendre le moment où vous êtes en surchauffe,
trouver les bons signaux et trouver une action ou des actions qui vous fassent du bien à vous. En fait, l'entièreté d'éviter la surchauffe, c'est se placer au centre de ces réflexions. C'est de dire, OK, c'est pas de devenir égoïste et d'être un monstre d'égoïsme et d'envoyer tout le monde bouler et de se refermer sur soi. C'est juste de dire, je me fais passer un peu en priorité. Je me fais passer en priorité. Je sais ce qui est bon pour moi parce que, et je donne régulièrement ce cas, on n'oublie pas que dans un avion, d'accord, dans un avion, la première règle qu'on donne dans un avion, c'est s'il se passe quelque chose, vous mettez déjà votre masque à oxygène et ensuite vous prenez le masque pour votre enfant, pour votre entourage. Mais ça, ce qu'on peut paraître comme quelque chose d'un brin égoïste, c'est la base. Si un manager est mal, l'entièreté de son équipe en subira les conséquences. Si un manager ne sait pas intégrer la pression et est en surchauffe, vous pouvez être quasiment sûr qu'une bonne partie de son équipe sera également en surchauffe. Et ce n'est pas que de l'exemplarité, c'est juste du transfert, c'est juste du rayonnement de surchauffe. Et ça, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de recette magique. Ce qui est bon pour vous, l'est vraiment pour vous. Enfin, faites en sorte de trouver. On note. Vous ferez chacun une petite liste de choses qui vous font du bien après le webinaire, je suis sûre. Ça fera la liste de petits plaisirs et de choses qui nous permettent de se ressourcer dans la semaine. Alors, on a des questions. Je vais commencer, Mathieu, par poser une question de Xavier qui nous dit comment gérer la chauffe et la surchauffe aujourd'hui quand le management n'est pas forcément capable d'écoute et que lui aussi subit la pression de la direction et que le contexte est très anxiogène avec du stress assez permanent dans l'équipe. La première réponse, c'est de ne pas rester seul. Il existe dans l'entreprise des acteurs, peut-être une médecine du travail, une fonction ressources humaines. Peut-être dans l'entreprise, vous avez des préventeurs, des responsables santé-sécurité. Peut-être certaines personnes dans le top management qui sont un peu plus sensibilisées que d'autres. L'idée, c'est de se trouver des alliés. Je sais bien que c'est absolument pas simple quand on a l'impression de ne pas être écouté, entendu et que tout le monde court un peu dans tous les sens. Mais voilà, faut pas prendre tout pour soi. Le manager, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, on l'a dit, l'exemplarité, c'est pas modèle. Donc, c'est partager la responsabilité. Ça peut être aussi avec son équipe. On parle beaucoup du management de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que c'est des sujets à partager en équipe. Donc, voilà, c'est trouver l'endroit où peut-être j'ai des relais, j'ai du pouvoir. Je peux reprendre une forme de contrôle. Mais vraiment, la clé avec ces sujets-là, c'est de ne pas rester seul et de s'isoler. Et du coup, je vais rebondir pour compléter parce que j'ai vu passer dans le chat quelqu'un, Cécile, qui dit « c'est pas évident quand nous sommes indépendants ». Moi, quand j'ai commencé de monter Change Factory, on n'était vraiment pas nombreux. Par exemple, 1, et puis après 2, 3 et tout ça. Enfin, voilà. Mais du coup, je vais rebondir et étendre à ça. Pour moi, il y a 3 choses qui m'ont vraiment aidé et qui continuent de m'aider. Il y a une vraie défiance en France sur le fait de se faire accompagner. C'est presque mal vu. Et du coup, aux États-Unis, vous avez un coach de nutrition parce que ce que vous mangez, c'est important, un coach de sport parce qu'un coach de vie, ce que vous portez, un coach d'environnement parce que la déco que vous regardez, c'est aussi important pour votre travail, un coach business, un coach d'argent. Enfin, vous avez 15 000 personnes. Moi, aujourd'hui, et je le dis, il y a 3 choses que j'ai et qui m'aident vraiment au quotidien. J'ai une coach, j'ai une psy et j'ai un club d'entraide entre pairs. Et les 3 sont essentiels pour m'éviter la surchauffe. Et je suis coaché sur des choses très business, et même plusieurs coachs à certains moments. J'ai une psy parce que c'est important de réfléchir sur soi, de penser de qu'est-ce qui va et comment on peut grandir, comment on peut ne pas être toxique pour son environnement. Et c'est important de se remettre en cause. Et encore une fois, c'est plutôt mal vu en France, c'est en train d'être démocratisé, mais il faut le faire. Et je pense qu'en tant que manager, en tant que patron, en tant qu'acteur, on se doit de le faire. Et donc, pour répondre à Cécile, cette idée de club de pairs, ça existe. Vous êtes indépendant, ne restez pas seul. Il existe d'autres indépendants qui ont traversé les mêmes choses. Le plus grand problème des entrepreneurs, c'est cette solitude et de certains managers ou directeurs. C'est la solitude de l'entrepreneur, la solitude du directeur. Je suis le sommet de la pyramide, je mets entre guillemets, je dois prendre toutes les décisions, tout m'incombe. Mais cette charge, elle est énorme sur une épaule de manager ou de directeur ou d'indépendant. Vous n'êtes pas seul, il y a à peu près
100% de chances que des gens traversent la même chose que vous. Et des clubs entre pairs, des moments d'échange pour dire ok, voilà ce que j'en suis, voilà ce qui est compliqué pour moi, voilà les problèmes de trésorerie, les gens qui ne payent pas, l'inflation, les risques, les peurs. Allez en parler. Prenez un verre, c'est la bière avec d'autres personnes pour… Voilà quoi. Et je suis d'accord, et je vais rebondir sur ce que dit Adeline, ça a un coût financier sur les coachs, les psys, etc. Je vous promets que, et là, ça a un coût qui peut être mis sur plusieurs mois, comment faire, mais c'est un vrai retour sur investissement pour parler de manière très financière. C'est clé. Oui, et puis après, ça peut être, quand tu parles de club de pairs et tout, il y a des réseaux d'indépendants, de freelance, enfin, il y a pas mal de Bien choses sûr. aujourd'hui qui restent, je trouve, assez accessibles et qui sont Complètement. très intéressants aussi. On a une question de Marie qui nous demande comment réduire son engagement au travail, qui parfois entraîne la surchauffe quand on est surengagé, parce qu'on parle beaucoup des désengagement en France, mais quand on est trop engagé, surengagé, voilà, elle dit avoir conscience qu'on passe trop de temps au travail, mais en même temps savoir que si on ne le fait pas, ça aura des conséquences peut-être, que voilà, si je suis en congé, après le retour va être forcément peut-être compliqué parce que la charge de travail s'est accumulée en mon absence. Donc comment, voilà, quand on est surengagé au travail, parce que ça arrive, on l'a vu notamment pendant les périodes de confinement, mais pas que, quel serait votre conseil ? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux choses à essayer d'identifier là-dedans. L'engagement au travail, c'est bien, c'est important. On a parlé un petit peu de sens et tout ça, et le surengagement, le surinvestissement, c'est dangereux. D'où vient ce surinvestissement ? Souvent, c'est quand même lié soit à une charge de travail qui va être objectivement trop élevée, et dans ce cas, ça veut dire qu'il va y avoir des choses à faire d'un point de vue purement organisationnel. Voilà, il y a un moment, on est tous des êtres humains, et dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc a priori, il y a des contraintes physiques et biologiques qui font qu'on ne peut pas faire entrer plus dans une journée que ce qu'elle peut contenir. Donc il faut revoir ça avec le manager, avec la direction. Enfin, si la charge de travail est trop importante, il faut agir sur la charge de travail. Et après, il y a ce côté, la pression que je me mets, moi. Et il y a aussi vraiment cet aspect-là qu'on va retrouver dans les personnes qui vont être surinvesties, et c'est quelque chose sur lequel on travaille du coup beaucoup. Mathieu, tu pourras largement compléter ce que je vais dire là-dessus, mais en accompagnement psy, quand on a justement des salariés qui viennent nous voir pour ces difficultés-là, on travaille beaucoup sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, parce que finalement, on trouve aussi souvent beaucoup de liens entre des personnes qui vont être surengagées, surinvesties, et des personnes qui manquent de confiance en elles finalement, et qui ont l'impression que pour prouver qu'elles sont capables, elles ont l'impression de devoir donner beaucoup plus que les autres, et du coup ça peut être une des choses sur lesquelles il est possible de travailler, mais c'est difficile sans avoir tout le contexte. Oui. Mathieu, tu veux compléter ? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la conscience de ce qui se passe. Je vois le côté positif, Ouais. c'est-à-dire que la personne qui dit j'aimerais réduire mon engagement, c'est qu'elle a déjà conscience qu'elle est trop engagée, ce qui est un bon point de départ, ce qui peut éviter des phénomènes de déni, de burn-out, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, la question, c'est aussi qu'est-ce que je mets dans mon travail ? Margot faisait du lien avec peut-être la confiance en soi, l'estime de soi, des choses comme ça. On peut aussi aller sur des questions, qu'est-ce que ça représente pour moi le travail, socialement, familialement. Voilà, il y a peut-être plein de questions autour de pourquoi je mets autant d'énergie dans mon travail, qu'est-ce qui se joue chez moi et dans mon travail. Et ça, c'est un champ qui peut être creusé avec des amis, avec des professionnels, avec des coachs, avec une to-do list. Enfin voilà, on peut aussi observer ce qui se passe. Et voilà, c'est des questions intéressantes. Et je crois que se poser ces questions et avoir des réponses assez tôt dans une carrière, ça permet aussi de durer longtemps. On parlait tout à l'heure vivement de la retraite. Ouais, je dis toujours il faut être en bonne santé pour la retraite, parce qu'on rêvait pendant 30 ans et être en mauvaise santé parce que justement j'ai frôlé la chauffe et la surchauffe tout le temps. Bon, ça ne vaut pas le coup. Clairement. Autant prendre les bons réflexes le plus tôt possible. La retraite en bonne santé, c'est mieux. C'est mieux. C'est sûr. Jean-Noël, tu voulais réagir ? Alors, pas du tout sur le même sujet. J'allais rebondir sur un sujet du chat, pardon. Angélique a parlé de pas facile quand on est dans les services RH. J'ai vu passer un peu rapidement un moment. Et du coup, moi, c'est un de mes
un de mes chevaux de bataille justement sur les RH, enfin, comment on aide ces professionnels RH, parce que ça revient toujours à cette fameuse phrase « qui soigne les soignants ». C'est des gens qui ont été sur le pont non-stop pendant les crises sanitaires. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de burn-out chez les professionnels RH, chez les DRH, RRH, HRBP ou n'importe quoi. On leur demande énormément. Ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné pendant ces années de crise sanitaire. Ils ont beaucoup donné à penser le travail de demain, ce travail hybride, comment on fait. Et je vous fais grâce des RH qui sont en Europe de l'Est pour repenser la localisation. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont en Ukraine, qui sont dans tout ce bassin-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les employés russes? Franchement, c'est une vraie souffrance. On parle vraiment de souffrance au travail pour ces professionnels RH. Et oui, c'est compliqué parce que les professionnels RH peuvent aussi être en surchauffe. C'est eux qu'on sollicite quand on est en surchauffe, mais eux aussi. Donc, prenez soin de vos RH. Je suis à deux doigts de lancer un collectif. Prenez soin de vos RH. Parce que c'est important, parce qu'on a toujours l'impression, on a beaucoup subi de RH bashing, en mode genre, quand on n'a pas de questions, quand on a besoin de rien, on va voir les RH, on l'a entendu 20 000 fois, genre les RH, c'est... Il y a l'informatique aussi, des fois, c'est là où l'autre en général. Et du coup, maintenant, on s'est rendu compte que les RH, ça sert, c'est utile. Ils sont là, ils ont été sur le pont, même dans les usines, en production, ils vont aller voir les gens, ceux qui ne sont pas arrêtés, qui n'ont pas été confinés. Les RH étaient là avec eux. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Là, aujourd'hui, je peux vous promettre qu'il devrait y avoir une journée internationale du professionnel RH pour leur amener des fleurs, des chocolats ou leur dire comment ça va? Comment ça va vraiment? Toi, en tant qu'individu, comment ça va? Parce que ramener à la maison des choses qu'ils ont vécues, ramener à la maison les choses de dire mais comment je vais faire pour délocaliser mes personnes qui sont en Ukraine aujourd'hui dans un temps record, les familles, comment leur expliquer que tout va bien aller, qu'ils vont trouver quelque chose. Prenez le temps d'aller voir ces RH et leur dire comment ça va toi, comment tu fais pour ramener ça à la maison sans exploser émotionnellement. Et là, on n'est plus juste dans la surchauffe. Donc oui, c'est compliqué. Et c'est important de prendre les services RH et les professionnels RH comme des individus, comme des collaborateurs. Ils peuvent être en surchauffe. Et je ne vous dis pas de ne pas aller les solliciter, de dire attention, que ne les utilisez pas en tant que paratonnerre ou en tant que fusible. Ça nous ferait une belle conclusion. Comme il paraît que la tension est plutôt son summum jusqu'à 45 minutes, on va faire ce qu'on dit et ça va être le moment de vous remercier. Un grand merci Margot, Mathieu et Jean-Noël. C'était passionnant. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat, donc merci à toutes et à tous aussi pour votre participation. Je vous invite, si vous voulez, vous inscrire à notre prochain webinaire. Il aura lieu mardi sur le thème du harcèlement au travail. Donc, on va sur un autre terrain, mais qui sera tout aussi passionnant. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à toutes. Et puis, à bientôt sur My Happy Job by Moodwork. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.